Cette présentation est établie à partir d'un cas réel vécu de coaching il y a quelques années d'une personne que j'ai appelée Dominique, donc par souci de confidentialité, et dont je ne citerai évidemment ni la personne ni l'entreprise. Ceci faisant partie des règles et des pratiques d'éthique du coaching. Tu m'entends, Eric? Ah, là je t'entends, oui. D'accord. Est-ce que tout le monde doit être... on peut entendre tout le monde, en fait? En fait, j'ai déconnecté, donc j'ai déconnecté les micros de façon à ce que... Là, tout le monde m'entend bien? Ah oui, moi je t'entends bien, oui. Ok. Je vais déconnecter les micros et puis je vais démarrer dans quelques instants. Okay. Donc là, je vais te déconnecter. En fait, Alain est toujours connecté et donc je ne le sens pas. Ok, donc nous avons récupéré Montpellier en passant. Et j'attends encore un petit peu pour savoir si l'Afrique nous rejoint. Et nous allons pouvoir démarrer cette présentation. Est-ce que tout le monde voit bien le premier slide du PowerPoint? Donc pour répondre, vous avez en bas de l'écran un dialogue, en bas du cartouche à droite, une capacité de répondre et de laisser des messages. Donc en fait tout le monde voit bien, c'est OK. Eh bien écoutez, je vous propose de démarrer cette session. Tranquillement. OK, donc nous commençons donc cette session qui démarre avec prenez le cap de votre nouvelle vie. C'est un objectif, c'est une vision qui peut s'appliquer au coaching dans la mesure où chaque participant établit sa vision et son objectif. Dans cette visioconférence, je vais vous présenter, avant de vous laisser, avant de faire place à vos questions, donc comment Dominique, donc que j'ai coaché sur la demande de sa DRH et avec son accord, alors qu'il venait de prendre un poste de responsable de business unit, directeur d'une business unit, dans un grand groupe familial international. Sa situation était difficile puisque la business unit était dans le rouge et nous verrons qu'en quelques années, il a pu redresser la barre d'une part et puis ensuite pouvoir poursuivre sa carrière avec d'autres évolutions au sein du groupe. Pourquoi des montgolfières? C'est parce que l'un des atouts du coaching, c'est de pouvoir aider la personne à prendre de la hauteur. Bertrand Piccard, qui a écrit un livre que je recommande, Prendre de l'altitude, donc qui est bien connu, illustre bien cette façon et son dialogue, lui qui n'est pas coach, rejoint assez fortement donc la capacité que nous pouvons avoir en tant que coach à accompagner des personnes.
Je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, donc en quelques moments. Et puis ensuite, nous verrons plus en détail qu'est-ce qui était mis en place pour ce coaching de manager, pour ensuite donc voir la situation, la méthode et bien sûr les principaux résultats, comme je l'évoquais, immédiatement et à plus long terme. Ensuite, bien sûr, il y aura un temps pour prendre en compte vos questions que vous pourrez à tout moment donc rédiger donc pour ceux qui ne l'ont pas fait donc dans la partie du dialogue donc en bas à droite de votre écran. Il y a déjà un certain nombre de questions sur lesquelles j'ai pu réfléchir. Voilà, comme on n'est pas en vidéo, eh bien voilà ma tête donc actuelle donc qui me permet donc de vous accueillir. Le métier de coach est un métier que l'on qualifie de deuxième ou troisième vie. C'est un métier de senior. Donc c'est mon cas. J'ai exercé pendant ma vie de salarié une quinzaine d'années, donc dans des grands groupes internationaux, dans différentes fonctions de gestion des ressources humaines, à peu près avec tous les aspects, mais centré sur la gestion du potentiel humain, la formation, le recrutement et la mobilité interne puis externe. J'ai créé ma société Cap Large Evolution et assez rapidement, je me suis formé et spécifié dans le métier de coach tout en gardant les autres aspects des ressources humaines, formateur, conseil et une approche sur mesure de l'entreprise et notamment pour des formations qui sont en co-animation. En co-animation et en co-gestion, en co-création de l'approche pédagogique. Je vous indique que je suis passionné du mieux-être en entreprise parce que bien souvent on reproche aux DRH, donc aux gens qui sont dans les fonctions de DRH, d'être préoccupés par des soucis financiers ou politiques. J'ai l'avantage d'avoir cette expérience de DRH, mais surtout l'avantage d'être indépendant de l'entreprise, ce qui peut me permettre de me concentrer sur le mieux-être des personnes, que ce soit dans la partie recrutement ou dans la partie accompagnement, coaching. Ceci me permet d'accompagner des personnes et des projets tout en ayant le véritable souci de la dimension humaine de l'accompagnement et je dirais aussi du management. Bien souvent, donc, cette dimension humaine manque parce que nous sommes en crise, comme chacun le sait, et qu'on est préoccupé par des notions de rentabilité, de performance qui parfois estompent un petit peu cette volonté de travailler dans l'humain. Comment que l'on travaille en coaching, eh bien, on travaille bien sûr avec des dossiers, donc un petit aperçu de quelques schémas, dossiers. Donc voilà, ce travail n'est pas un travail de conseil que le coach apporte. Les documents que vous avez ici sont des documents qui sont des reformulations du travail personnel de chaque personne accompagnée. C'est donc à partir de guides, à partir de questionnaires, le coach étant le spécialiste de la question, que nous allons centrer et essayer de développer le potentiel de chaque individu formé. C'est ce que nous avons fait avec Dominique et moi. Donc, je lui ai apporté donc une forme d'écoute, de reformulation et surtout une prise de recul par rapport à son quotidien. Je me permets de souligner ici que le point le plus important, et en particulier pour un manager et un cadre dirigeant, c'est cette notion de coupure, de prise de recul ou de hauteur, qui est ce que j'appelle la bulle du coach coaché, donc ce qui est cet espace privilégié dans le temps où on peut couper les téléphones,
se détacher un peu de sa problématique et poser les questions, avoir avec son coach un dialogue qui permet de changer un petit peu sa vision des choses. Alors, quel était le processus mis en place avec Dominique? La première étape qui est très importante, donc c'est la seule qui n'est pas en binôme entre le coach et son client, puisqu'il s'agit de poser un cadre sécurisant. Vous savez comme moi que dans l'organisation en général et dans l'entreprise en particulier, il est assez difficile de se livrer en complète sécurité. Ce premier entretien, cette première étape permet, avec le responsable hiérarchique, en l'occurrence c'était le directeur général, donc de poser un cadre, de définir ce qu'il sera dit et surtout ce qui ne sera pas dit dans les entretiens. Confidentialité des entretiens, ceci veut dire qu'il n'y a pas, sur chaque séance de coaching et même sur la globalité, de compte-rendu d'entretien. Donc, on n'est pas dans une approche de conseil. Ce premier cadre posé, sécurisant, permet aussi de bien cadrer la demande. La demande, on va le voir juste après, donc de Dominique, était à la fois spécifique et à la fois large. Et ça permet aussi de valider, comme on est dans l'entreprise, ce qu'on va faire dans l'entreprise avec le directeur général dans cette relation à trois. Le directeur général a besoin lui aussi d'être assuré qu'on va bien travailler sur ce qui lui permet d'améliorer la relation de l'entreprise. Reformuler la demande. Reformuler la demande, c'est aussi, je ne sais pas si on m'entend bien, je vais essayer de parler un peu plus fort ou doucement. C'était pour Dominique. En un mot, je veux devenir un patron d'une business unit, c'est-à-dire donc quelqu'un qui va diriger, sachant que son origine était plutôt d'être un animateur de réseau commercial. Pour ça, pour devenir un patron, il avait besoin, et je parle de ce qu'il m'a dit, de développer des compétences spécifiques pour adapter son comportement et faire adhérer une équipe à des valeurs communes. C'est-à-dire, finalement, développer une forme de cohésion d'équipe avec son équipe. Nous avons mis en place un programme de 12 séances sur plusieurs mois, donc je crois une petite année dans un premier temps, pour bien comprendre la situation, donner du feedback, travailler sur des sujets sensibles pour ensuite les débriefer. J'ai en tête, par exemple, donc le débrief d'une réunion qui avait été particulièrement difficile pour lui. Nous avons ensemble vécu à nouveau cette réunion et nous avons travaillé sur quel comportement aurait pu être mis en place pour adapter au mieux, avec le plus de résultats et le plus de confort, l'animation de la réunion de Dominique. C'est au travers toutes ces expériences, toutes ces situations remises en route, donc relues, la façon d'exprimer ses valeurs et ses convictions. Je crois, et je crois de plus en plus, qu'un manager s'affirme par sa capacité à développer et affirmer et exprimer ses valeurs, ses convictions, de façon à devenir un vrai leader, le leader étant celui qui n'a pas besoin de forcer les autres à le suivre, mais celui qui s'impose par son charisme. C'est en affirmant ses valeurs et ses convictions que l'on peut développer ce genre de charisme.
c'est aussi bien sûr, outre l'adhésion, il y a la notion de projet. Donc, dans ce que nous avons cherché à mettre en place, et alors c'est passé par des fonctions qui existent dans l'entreprise, c'est-à-dire comment ajuster au mieux les forces, donc les ressources humaines dans l'entreprise, comment peut-être définir un fonctionnement qui lui convient au niveau de son comité de direction, comment bien sûr transmettre, déléguer, animer. Tout ceci se fait dans le temps avec à la base donc des petits guides, des questionnaires qui permettent de travailler et surtout de s'approprier les résultats des séances. Par exemple, donc ça a été consolidé, c'est ce que j'entends par consolider les acquis, s'approprier une posture. Dans ce groupe familial, Dominique était confronté aussi à, n'étant pas de la famille, à certains pouvoirs un peu compliqués, et donc il a eu besoin de s'approprier sa propre posture pour pouvoir ensuite affirmer son autorité, sa légitimité, de façon, j'ai envie de dire, quasi naturelle, puisque c'est la seule façon de prendre un ascendant sur des équipes et surtout de les mener dans leur propre confort et leur propre style dans cette réussite. C'est donc, nous l'avons vu tout à l'heure, aussi prendre de la hauteur, là aussi ce sont ses propres termes, pour retrouver une énergie qui parfois a pu lui manquer, notamment dans sa prise de fonction. Ça a pu lui manquer puisque, en particulier, je peux dire qu'il a eu il avait une forme de complexe concernant le management d'une usine, d'une unité de production, puisque à la base il n'était pas du tout ingénieur et il avait un besoin de retrouver cette forme d'autorité et de légitimité. Quels résultats on a pu obtenir? D'abord, une force de conviction importante. Cette force de conviction, elle a été donc remarquée donc par la direction, puisque ce que j'ai parlé tout à l'heure du cadre, donc il y a le même cadre en fin de processus, ce qui permet de dégager ses propres résultats. Sa conviction lui a permis d'affirmer sa propre vision. Sa propre vision lui a permis de définir ses objectifs et surtout sa stratégie, de façon à mettre en place des apprentissages. Et tout ceci, l'apprentissage étant un rôle de manager et un rôle de patron pour devenir le dirigeant qu'il est devenu quelques années après, enfin, disons 3 ou 4 ans après, 4 ans après, je crois, le démarrage de nos sessions, ce qui est un court terme à ce niveau de responsabilité. Je peux dire aussi maintenant que Dominique est en train de devenir son propre dirigeant puisqu'il est en train de racheter une entreprise donc dans le domaine du service ou de l'industrie. Pour illustrer quelques résultats, j'ai choisi simplement donc de citer Dominique et ce que vous voyez ici sont ses propres termes. Par exemple, observer, écouter, établir la confiance. Il est clair que quand on parle d'observer et d'écouter, le métier de coach est d'écouter. Je parle d'écoute interactive dans nos séances. Ça permet de faire ce break et de faire cette expérimentation de l'écoute active qui permet ensuite de gagner et d'établir et de pérenniser la confiance. Ça lui permet, dans les différents acquis, donc dans les différentes appropriations que nous avons pu avoir, de démultiplier les actions. Ce qui fait que l'action de coaching devient pérenne, c'est lorsque justement on a un feedback, un retour sur qu'est-ce que j'ai appris en termes de savoir-être
qu'est-ce que je suis capable de reproduire pour vivre mieux ma fonction de manager. Ce qui l'amène à dire, je sens que je me construis, c'est au fur et à mesure donc de nos différentes entretiens, j'alimente mes journées de mes succès, prendre la mesure du fait et non du jugement, je suis visionnaire. Un petit commentaire sur j'alimente mes journées de mes succès. Dans l'approche que j'ai avec les managers et avec toutes les personnes que j'accompagne, j'ai cette approche positive, donc qui valorise la personne dans ses propres succès. Comme chacun, j'ai et tout le monde a des qualités et des défauts. Peu de gens sont là pour souligner les qualités et les points forts. C'est l'un des rôles du coach. Dans cette restitution, dans cette conviction, dans cette prise de conscience, vous lisez vous-même, donc Dominique dit, cela me fait changer de catégorie. Changer de catégorie, ça veut dire en clair, passer d'un rôle de manager, directeur d'une business unit, à un rôle de patron et de dirigeant. À plus long terme, donc ça confirme, j'ai vraiment progressé sur ce qu'est un manager, et il souligne ici l'adhésion et le respect des collaborateurs. Prise de hauteur, ça permet justement d'arriver à décider pour mettre en œuvre, en parlant juste, en parlant ni trop peu ni pas assez, face à une direction générale qui parfois, pour certains côtés, peut être un petit peu manipulateur et un peu fort, mais en tout cas, donc politique, c'est son rôle. Voilà. Après le coaching, donc, et j'ai presque terminé sur cette présentation avant de passer aux questions. Dominique a été promu, comme je l'ai dit en introduction, donc sur un poste de direction à l'international, donc en charge de l'ensemble de la branche de son groupe. C'est dans le domaine donc de l'environnement et du traitement de déchets. Donc voilà, avec beaucoup de marchés à l'international. Donc c'est quelque chose qui était réellement pour lui une grande promotion. Cette promotion, donc sur ce poste de direction, comme je le dis aussi, est en train de se confirmer par cette recherche d'entreprise. Et Dominique n'est pas parmi les participants parce que justement il était en réunion de négociation aujourd'hui, donc je pense qu'il est en cours de finalisation pour devenir ce patron, ce capitaine d'industrie ou de service. L'entreprise, la taille de l'entreprise qu'il cherche est une entreprise donc qui est une PME, donc plus grande qu'une TPE. Voilà, en synthèse, donc j'aide les managers et les dirigeants à atteindre plus facilement leurs objectifs avec des outils et une posture pour leur permettre d'affirmer leur propre style de management. J'insiste sur leur propre style de management, c'est-à-dire que je ne viens pas pour vendre un modèle tout fait, je viens pour essayer de définir avec chaque personne le modèle qui lui convient, ce qui le mettra en harmonie avec lui-même, en harmonie et en alignement avec ses propres valeurs, le sens que chacun veut donner à sa vie professionnelle. J'insiste aussi sur le sens dans les contacts que j'ai actuellement et de plus en plus, cette notion de la recherche du sens, notamment pour les seniors, est quelque chose qui devient véritablement très important. Voilà, c'était une présentation assez courte, donc maintenant la place va être à vos questions, de façon à ce que on puisse, pour ceux qui veulent, aller plus loin. Vous avez ici donc le
le site qui vous permettra, pour ceux qui veulent, donc de prendre rendez-vous plus personnellement pour avoir ensemble une séance téléphonique qui vous permettra de mettre en place donc votre propre stratégie, définir vos objectifs et donc un plan d'action qui est adapté à ce que vous souhaitez vous. Voilà, je reviens donc sur la partie commentaires. Je ne sais pas si certains ont des questions, donc voilà. Donc pour commencer et lancer peut-être le débat, j'ai noté quelques questions donc qui m'ont été transmises. Ces questions sont souvent en fait liées justement aux différents moyens que nous pouvons avoir pour améliorer notre travail. Je lis certaines questions. Comment bien faire un plan de travail? Comment bien utiliser le temps? Comment définir des priorités? Comment créer et gérer mon entreprise? Comment me faire connaître? Toutes ces questions, en fait, sont des questions qui sont liées directement au comportement et à la vision que chacun peut avoir de son travail. Donc, pour y répondre, donc, je dirais tout simplement que il n'y a pas, à mon sens, de réponse toute faite. Il y a, à mon sens, au contraire, donc un besoin de définir en fait les valeurs et la vision de chacun, le projet. Chaque fois, on est centré trop souvent sur l'outil, sur le comment. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme recette toute faite pour pouvoir avancer mieux dans ma vie, pour pouvoir atteindre plus facilement mes objectifs. Dans la mesure du possible, en général, donc je commence par un temps de break avec cette personne pour tout simplement l'écouter, pour recadrer ce qu'on appelle en coaching, recadrer la demande, c'est-à-dire pour savoir qu'est-ce qui est le plus important. Qu'est-ce qui est le plus important pour une personne? Est-ce que c'est directement aller tout de suite à la performance, à l'efficacité, au risque de se fatiguer ou de se mettre parfois en porte-à-faux avec son propre fonctionnement, ou au contraire, est-ce que c'est important, est-ce qu'il est possible ou il n'est pas plus intéressant de dire comment je peux m'améliorer moi-même, comment je peux trouver en moi les forces, plutôt comment je peux me reconnecter avec les forces et le potentiel, les atouts dont je dispose aujourd'hui pour pouvoir construire ma propre stratégie. Construire une stratégie, c'est mettre des plans d'action, c'est pouvoir avancer, c'est pouvoir avancer pas à pas, les uns après les autres, donc et avancer donc surtout en déterminant la première priorité. L'un des outils que j'aime bien, qui est tout simple et que je vous livre ici, s'appelle le PPP, ce qui veut dire le plus petit pas possible. Quel serait le plus petit pas possible que je pourrais mettre en place tout de suite, maintenant, demain, dans la semaine, pour être plus en harmonie, plus en confort avec ma propre démarche. Pourquoi le plus petit pas possible? C'est parce que, en fait,
dans la notion d'accompagnement en coaching, il y a une notion très pragmatique, très concrète. Il s'agit en fait de chercher à trouver le concret. Parmi les questions, j'ai sur quel levier agissez-vous couramment pour, par exemple, mieux gérer des priorités. Les leviers, donc notamment sur la gestion du temps et des priorités, il y a beaucoup de formations sur ces domaines-là. Donc en fait, on peut dire oui, il faut arrêter de perdre son temps, oui, il faut ceci, il faut cela. Okay. Moi, je dis en fait, qu'est-ce qu'il vous est plus facile de faire? Comment vous pouvez avoir une meilleure vision sur ce que vous voulez atteindre rapidement? Peut-être que en faisant des choses importantes d'abord, vous allez vous-même définir vos propres priorités. Une fois que vous avez défini ça, peut-être que en déterminant ce qui est le plus facile à faire pour vous, vous allez pouvoir rentrer dans ce que j'appelle une spirale positive. Donc le petit pas en appelant un autre et comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières et comme je suis et comme vous l'avez sous les yeux, donc au bord de l'océan, eh bien les grandes rivières font les grands océans. Ce qui veut dire que en coaching, on est entre deux temps, on va dire, le temps du présent et la projection dans le futur, moyen, court terme, ce qui nous permet de voir immédiatement à court terme ce qu'on peut mettre en place, d'une part, et d'autre part, d'avoir la vision de cet objectif. Si nous n'avons pas cette vision, il est assez difficile de construire dans le futur. Je ne sais pas s'il y a des questions donc par rapport à tout ça. Je n'en vois pas. Donc je continue sur d'autres questions. N'hésitez pas à poser vos questions, que je puisse adapter donc tout simplement ce que cette présentation à ce qui vous convient. Alors, j'ai une question plus spécifique sur le coaching directement. Je vous lis la question. L'humain est un vaste sujet. Même en maîtrisant des clés à apprendre, le coaching diffère-t-il d'un client à l'autre? Chaque coach adapte-t-il sa propre méthode? Je répondrai donc d'abord en disant que non seulement l'humain est un vaste sujet, mais en coaching, l'humain est le centre de la préoccupation majeure. Donc, trouver des clés, trouver des outils, trouver des méthodes, si elles ne sont pas adaptées à la personne, ça veut dire qu'il faut en inventer d'autres. Et ça me permet de répondre à la question, donc, est-ce que chaque coach adapte sa propre méthode? Oui, parce que dans les valeurs du coach, et je parle en tout cas des miennes, il est nécessaire et indispensable d'être authentique, d'être en sincérité, d'être en communication interactive, comme je le disais tout à l'heure avec la personne, et donc d'être centré sur sa préoccupation du moment, de l'instant. Quand je dis du moment, c'est que d'une séance à l'autre, donc d'un moment à l'autre, donc d'un mois à l'autre, les choses peuvent évoluer. La vie dans l'entreprise bouge, mais la vie tout court bouge, et les événements personnels ou professionnels peuvent complètement changer ou en tout cas donner une option de réorientation sur les différentes solutions ou approches à mettre en œuvre. Alors, sur quel levier on peut appuyer? Eh bien, tout simplement sur des leviers qui touchent la personne. Je prends un autre exemple.
Il m'arrive actuellement donc d'accompagner un certain nombre de personnes qui sont en train de rechercher un nouvel emploi et dans une phase difficile puisqu'il s'agit souvent de seniors. Évidemment, on ne va pas accompagner un jeune qui cherche son premier emploi de la même façon que quelqu'un qui a déjà 20 ans et plus d'expérience de l'entreprise. La notion priorité est complètement différente, les objectifs sont complètement différents et donc la stratégie va différer aussi. Il va il va être question de donner véritablement du sens à cette démarche. Et pour donner du sens, il faut savoir avoir une vision, un, sur les réalités et deux, sur les risques que chacun est prêt à prendre. Le coach n'est pas là pour pousser quelqu'un dans une direction qu'il a choisie, il est là pour construire avec cette personne la direction qu'elle-même a choisie. Ce qui veut dire qu'il va l'aider à prendre des choix, mais dire prendre des choix ou des décisions, personnellement, ne me suffit pas, mais ça sera de prendre des choix libres. Et pour prendre un choix libre, il faut bien évidemment avoir étudié, pris du recul pour connaître les avantages et les inconvénients de chaque session, de chaque choix, de façon à pouvoir les mettre en perspective. En coaching, nous travaillons beaucoup, par exemple, sur la notion de plan A et de plan B, ce qui, en général, peut donner un plan C ou un plan A' ou B'. Donc, c'est important donc de pouvoir jouer là-dessus. Alors, j'ai une question. Donc, comment être sûr de ne pas l'influencer par notre vision des choses, nos représentations, pardon. C'est une question dans le sens où, justement, j'aime parler en coaching et lorsque je forme des coachs, donc de leur capacité à se concentrer sur la personne accompagnée. Si on est concentré et si ce que j'appelle être dans une bulle entre le coach et le coaché, la personne accompagnée, on finit par parler au nous. Et donc, on finit par être dans la même logique que cette personne. Pour vérifier que on est bien dans la bonne ligne de cette personne et qu'on n'est pas en train d'imposer sa propre vision, il y a pour moi un critère très simple, c'est le critère du ressenti et de l'émotion. On peut tricher avec les mots, on ne triche pas avec l'émotion. L'émotion, elle est vraie, elle suppose que le coach puisse accepter cette émotion, accepter ce ressenti. C'est parfois compliqué parce que dans des coachings, dans des séances de coaching, on a parfois donc des émotions qui s'expriment fortement. C'est quand même très important de pouvoir l'accueillir et de pouvoir justement décoder cette émotion qui est toujours porteuse d'un message. C'est le décodage, le débriefing de ce message qui va permettre donc de vérifier le fait qu'on soit en ligne. Quand on parle d'émotions, je parle des 4 grandes émotions que sont la peur, la colère, la joie, la tristesse. Donc voilà. Et puis sans aller trop loin dans les détails, donc on pourrait parler aussi du deuil professionnel, du deuil d'une situation, puisque le coaching donc est par définition un process qui permet d'accompagner le changement. Voilà. Donc attention lorsqu'on est coach, donc de ne pas imposer notre vision des choses, mais d'être véritablement à l'écoute de la vision de la personne.
pour encore un autre aspect, donc pour être sûr de cette vision, la technique du coach, l'un des outils privilégiés du coach est tout simplement le fait d'être dans la reformulation. Alors, est-ce qu'un coach doit obligatoirement être supervisé? Et qu'est-ce que c'est qu'une supervision? Alors là, on va on va élargir un petit peu plus le débat que dans le coaching de manager, mais la supervision a plusieurs aspects. Donc moi-même, j'ai suivi une formation spécifique à la supervision, donc je suis superviseur certifié. La supervision a plusieurs aspects. D'abord, le superviseur vérifie que le coach qui l'accompagne donc est bien dans le coaching justement, et non pas dans une projection de sa propre vision. Pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est que la supervision de coach, bon, si on parle un petit peu familièrement, le superviseur est le coach du coach. Il vérifie que donc son client, son coach, est dans l'éthique du coaching. Parce que si tout à l'heure j'ai dit qu'on pouvait adapter sa méthode, ça veut dire aussi qu'on l'adapte dans la mesure de l'éthique du coaching, de cette volonté d'être à la fois dans la sécurité du coach, c'est-à-dire, je parlais d'émotion tout à l'heure, donc un coach qui a du mal avec son émotion a besoin soit de former, soit d'être supervisé pour pouvoir y voir clair là-dessus. Sinon, il ne va pas pouvoir transmettre une vision avec neutralité et objectivité dans son coaching. Alors, j'ai d'autres questions qui arrivent, donc alors, il y avait une question, quelquefois, oui. Quelquefois, les personnes coachées ont besoin d'être guidées, de proposer d'autres possibilités non pensées. Alors, oui, je vais reformuler cette question en disant qu'en fait, être centré sur la vision du client ne veut pas dire être dans des œillères. En fait, c'est aussi être ouvert à une forme de créativité. S'ouvrir à la créativité pour cette personne, c'est bien sûr lui donner de façon guidée la possibilité d'exprimer des choses auxquelles peut-être elle n'aura pas pensé. L'exemple en termes de créativité, donc, bien c'est le modèle de Disney où dans l'accompagnement, on n'hésite pas à inciter la personne à exprimer des solutions qui lui semblent complètement farfelues. Derrière chaque solution farfelue, il y a quelque chose de vrai et ça permet d'ouvrir. Donc, j'aime bien pratiquer ce genre d'approche parce que ça ouvre justement des horizons dans une phase où on n'y voit plus très clair, donc où la personne accompagnée peut être un petit peu dans le sombre. Donc voilà. Alors, si je voudrais être coaché, dois-je demander au coach qui est son superviseur? On peut, oui, bien sûr, on peut demander. En fait, derrière toutes ces questions, c'est la question du choix du coach. Il y a beaucoup d'articles sur le sujet, donc il y a des associations qui représentent des coachs. Moi-même, j'ai été président d'une antenne de l'ICF, la Fédération du Coaching International. Donc voilà. Tout ceci sont des formes de garantie de la pratique du coach. Ce ne sont pas des totales garanties. À mon sens, le véritable choix d'un coach, critère de coach, c'est le ressenti. La véritable question, il y en a deux questions si vous voulez choisir un coach. La première, c'est est-ce que véritablement il est coach, c'est-à-dire est-ce que véritablement il a un parcours, une formation spécifique qui lui a permis d'être légitime sur ce métier.
C'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est est-ce que le niveau de confiance, est-ce que je peux travailler en confiance avec ce coach? Si la réponse est oui à la première question et non à la deuxième, je suggère de choisir un autre coach. Et il m'est arrivé personnellement de diriger d'autres prospects vers d'autres coachs ou tout simplement d'exprimer le fait de dire je pense qu'on ne pourra pas travailler ensemble. Dans la notion de neutralité du positionnement du coach, il y a cette notion d'indépendance et pour moi elle est très chère à tous les sens du terme puisque c'est le choix. Un coach qui va prendre un client pour des raisons alimentaires, pour moi, doit se faire superviser sérieusement sur cette question-là, puisqu'il prend un risque. Pour lui, c'est une chose, mais il fait prendre un risque à la personne accompagnée, donc, et ça, c'est beaucoup plus grave. C'est une question d'éthique. Alors, est-ce que je peux demander au coach quel est son superviseur? Oui, je peux lui demander quel est son superviseur, je peux lui demander quelle est sa pratique, je peux lui demander quelles sont ses sources de réflexion, donc comment il conçoit son approche, ses outils. La seule chose que je peux lui demander, mais en général il ne vous répondra pas, c'est quels sont ses clients, avec qui il a travaillé. En tout cas, il ne donnera pas le nom des personnes, il peut citer peut-être des entreprises, mais jamais le nom des personnes parce que c'est la confidentialité, c'est une règle absolument non négociable en ce qui me concerne. C'est pour ça que Dominique, quand je l'ai coaché, il ne s'appelait pas Dominique, tout simplement. Voilà. Est-ce que le coaching s'adresse à tous? Alors, comment je peux répondre à cette question? Cette question, j'ai envie de répondre. Donc, comme les joueurs de loto, le coaching s'adresse à tous ceux qui en font la demande. Okay. Et ceux qui en font la demande vont être confrontés à une reformulation ou un recadrage de leur demande qui leur permettra de savoir si ils peuvent être accompagnés ou pas, tout simplement. Je répondrai quand même plus concrètement à cette question, donc pour dire quand même, il ne s'adresse pas forcément à tous complètement, parce qu'il y a des critères d'âge tout simplement. Parfois, vous entendrez parler du coaching scolaire, du coaching des enfants. Personnellement, je pense que il peut y avoir des parallèles, mais le coaching s'adresse à des gens qui sont responsables et autonomes dans leur choix. Le coaching a pour objet de développer l'autonomie de la personne. Donc, si on a quelqu'un qui n'est pas en mesure de prendre ses responsabilités, eh bien, c'est un petit peu gênant quand même. Voilà. Donc, c'est pour ça que je mettrai ce petit bémol sur cette question-là. Après, est-ce qu'il s'adresse à tous? On pourrait dire, est-ce qu'il s'adresse à tout type d'organisation? Eh bien, j'ai envie de dire que oui, bien sûr. Donc, là, aujourd'hui, on parle d'entreprise. C'est mon cursus d'origine. C'est pas forcément la priorité de mes choix aujourd'hui d'accompagner dans l'entreprise. Il y a dans le coaching de l'individuel et de l'équipe. Pour moi, le coaching d'équipe passe par de l'individuel et il y a d'énormes demandes dans tous les secteurs d'activité, que ce soit le secteur associatif, que ce soit le secteur médical. Dieu sait combien il y a de besoins dans ce domaine-là. Dans le secteur éducatif aussi, bien sûr, il y aurait beaucoup de besoins. Donc, il y aurait vraiment beaucoup de choses à faire. Mais la clé pour rentrer dans un processus de coaching, c'est la demande et c'est aussi la transparence. C'est aussi l'acceptation d'une prise de risque.
parce que quelqu'un qui est coaché, comme j'ai dit tout à l'heure, coaching est l'accompagnement du changement. Donc le coaching individuel est l'accompagnement du changement de la personne. Quelqu'un qui est coaché n'est plus le même. Je me rappelle d'une parole du directeur général de Dominique, donc lors de la phase de restitution, donc qui était une phase donc à 3. La première chose qu'il m'a dit, c'est que Dominique n'est plus le même homme. Donc il n'est plus le même homme. C'est quelque chose qui est, je crois, important. Ça ne veut pas dire qu'on change la personne, ça veut dire que la personne se change elle-même tout simplement parce qu'elle est plus affirmée dans son choix. Alors, une autre question, donc, et s'il se trompe, on doit le laisser dans ses problématiques, alors, puisque celui qui doit décider sa stratégie de changement, c'est une bonne question aussi. C'est une bonne question, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, sur la notion de choix libre, et je rajoute une notion de sécurité. Le coach n'a pas fini son travail si il laisse aller son client dans une voie qui lui semble non sécure. Il a terminé son travail et il arrêtera son processus si la personne dit « Ok, je connais mes risques, je décide quand même de prendre cette voie-là ». Le coach n'a pas le pouvoir, la capacité à interdire. Il a zéro pouvoir donc par rapport à ça. En revanche, il a le devoir de sensibiliser cette personne sur la voie et sur le risque. Je parle de risque plus que d'erreur, parce que l'erreur implique un jugement, donc ou un positionnement par rapport au bien ou au mal, donc de manière générale. Alors le coach peut exprimer, bien sûr, son ressenti là-dessus. Il ne pourra pas accompagner quelqu'un contre ses valeurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Donc par rapport à ça. Si le client décide d'avoir une stratégie qui est contraire aux valeurs du coach, eh bien on fera un constat d'arrêt du processus de coaching tout simplement, parce que on voit bien tout ce qu'il peut y avoir derrière. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Voilà cette question. Si les bénéfices sont si grands, pourquoi les personnes ou les entreprises hésitent à faire appel à un coach? Et oui, c'est une bonne question. Ça fait partie aussi, ça rejoint les questions comment démarrer mon business, comment démarrer des choses indépendantes. Bon, pourquoi on parle beaucoup de coaching? En fait, je fais un tout petit peu d'histoire. Donc, dans les débuts du coaching en France, il y a plus de 20 ans, tous les grands patrons étaient coachés. Donc, personne et les coachs étaient affectés à ces grands patrons. Mais personne ne parlait de ce travail-là. Donc, c'était un travail dans l'ombre. Okay. Derrière chaque personne qui réussit, il y a en général au moins une personne qui l'aide à réussir. Cette personne, ce n'est pas obligatoirement un coach, ça peut être une autre personne. Dans un couple, ça peut être un conjoint, donc ça peut être un ami, ça peut être un ou une amie, ça peut être beaucoup de choses, beaucoup de personnalités différentes. Okay. Donc en tant que coach, nous n'avons pas évidemment l'exclusivité de la réussite des personnes. En revanche, si on regarde les taux de satisfaction dans les études qui touchent le coaching, on est à plus de 95%, donc au moins. Donc, alors pourquoi effectivement les entreprises ou les entités, les organisations hésitent à faire du coaching? Peut-être il y a plusieurs raisons. Peut-être que les coachs communiquent mal sur leurs résultats et s'ils communiquent mal, peut-être qu'ils communiquent mal par excès
de confidentialité ou d'humilité, donc ce qui sont des valeurs de coach. Peut-être c'est une première hypothèse. Deuxième hypothèse, si je me ressente plus sur l'entreprise, c'est que, j'insiste encore là-dessus, le coach accompagne le changement et qui n'a pas peur du changement. Pour aller à un objectif, il faut prendre un risque. Si vous allez au bout du ponton, donc pour aller au bout de l'océan, comme c'est le cas pour le bateau dont il y a une des photos, donc peut-être vous n'avez pas repéré, donc actuellement, eh bien, il faut prendre un risque. On sait quand on part, on ne sait pas où on va. Donc lorsque on rentre dans une phase de changement, on peut juste avoir la garantie que on va changer et que on va changer avec quelqu'un en qui on a confiance, mais c'est tout. Alors non, c'est plutôt parce qu'on n'a pas trouvé la solution à ces problèmes. Alors si vous dites ça, donc c'est peut-être en fait pour être coaché, on n'a pas besoin de trouver la solution de son propre problème. On a besoin juste de déterminer la demande, c'est-à-dire l'objectif. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on cherche et qu'est-ce que l'on cherche vraiment. Donc après, il faut accepter aussi ce cheminement qui va nous amener à clarifier cette demande, cet objectif. Un coach doit-il connaître le métier de la personne qui l'accompagne? Un coach peut-il faire appel à des compétences extérieures dans ses accompagnements? Oui, bien sûr. Donc, je dis oui pour la deuxième question. Un coach peut faire appel à des compétences externes, bien sûr. C'est stipulé dans tous mes contrats de coaching. Tout simplement parce que si le coach, par exemple, n'est pas un thérapeute, donc n'est pas un psychologue, donc si il s'avère que dans sa démarche il y a des problématiques qui ressortent de d'autres métiers, eh bien, il est bien qu'il puisse au moins conseiller son client, prendre contact par rapport à ça. Par contre, est-ce qu'il doit connaître le métier de la personne qui l'accompagne? Là, j'aime bien dire que, en général, non. Moins il en connaît sur le métier, plus il aura des questions bêtes, réputées bêtes, entre guillemets. C'est-à-dire, il va aider à reformuler l'évidence. Vous savez, dans la communication, on dit souvent les choses sont tellement évidentes que je pensais que tu l'avais compris. J'ai pas besoin de dire ça parce que c'est évident pour tout le monde. Et il s'avère en fait que ce genre de propos sont la source de beaucoup de malentendus. Donc en fait, reformuler. Je parle à des métiers spécifiques. Je pense à des métiers spécifiques comme par exemple l'informatique ou le juridique. Donc en fait, toutes ces personnes ont un langage qui leur est propre. Si on leur demande d'expliquer et de sortir de leur vocabulaire, ils changent de hauteur tout simplement. Alors, il attend beaucoup de nous. Il, c'est qui? C'est le client, donc il attend qu'on lui trouve la solution à ses problèmes. Comment mieux lui faire comprendre que c'est lui qui a la clé du changement s'il veut bien entendre? Ben, ça, c'est les choses donc qu'on met en place dans le coaching tout simplement. Donc, est-ce qu'en général, on est bien entendu lorsqu'on pose une question? Est-ce que on a quelqu'un qui est capable de reformuler ce que vous voulez atteindre ou dire? C'est toutes ces questions. Donc voilà. Est-ce que on peut parler de façon en étant sûr de ne pas être jugé à quelqu'un? Quelles sont ces personnes capables d'entendre ça? Okay. Je dis simplement que ces personnes sont rares, d'une part, et d'autre part, que tout ça, c'est le métier du coach. Donc, ça va permettre de faire avancer les choses et surtout la recherche de solutions.
Combien de séances en moyenne faut-il pour coacher une personne afin d'arriver à un résultat probant? Je peux prendre des fourchettes très larges, donc je dirais donc je mettrai un minimum en général, donc un minimum de séances, donc que je mettrai à 4, comme ça. Bien évidemment, ça ne veut pas dire grand-chose parce que tout dépend de la demande. Je mettrai aussi un maximum à 12 ou voire un peu plus lorsque il y a lorsqu'il y a des besoins qui peuvent être récurrents. Si je prends l'exemple de Dominique, nous avons mis en place dans une première démarche 12 séances, ce qui veut dire en fait 10 plus 2, puisque la séance de début et de fin sont des séances qui ont été faites avec la direction, okay, donc qui ne sont pas véritablement des séances de travail en coaching. Okay. Par la suite, le directeur général m'a dit, nous allons vivre nous allons traverser une zone de turbulence, si vous me permettez cette image, mais je crois que c'était à peu près ces termes. Donc je souhaiterais que Dominique soit accompagné encore un peu pendant quelques temps. Donc en fait, on a mis d'autres séances en place qui étaient plus sur la consolidation en fait des acquis. Alors, un dirigeant d'entreprise peut-il demander à un coach d'accompagner un salarié qui, lui, ne désire pas vraiment? Tel qu'est posée la question, il peut le demander, mais si le coach est un vrai coach, il dira « Ok, j'accompagnerai cette personne lorsqu'elle sera d'accord pour le faire ». Et donc, la seule chose, je dirais, le minimum, c'est d'avoir une séance de préqualification de la demande qui permettra au coach non pas d'enclencher le process de coaching, mais de travailler la question pourquoi vous ne voulez pas être accompagné pour un coach, d'une part, et d'autre part, qu'est-ce que vous auriez à gagner dans un cadre véritablement neutre, éthique. Parce que souvent, dans cette question, si je me mets à la place du salarié, le salarié peut penser qu'en fait, il y a une sorte de moyen de gérer les ressources humaines, donc pour ça. J'illustrerai ça tout simplement par un exemple de ma pratique, de ma propre pratique. Si je suis contacté par un dirigeant ou par un DRH qui me propose de coacher une personne, un de ses salariés, j'ai toujours une question. J'ai deux questions. Un, effectivement, est-ce que la personne, d'abord, est informée de votre demande? Est-ce qu'elle est volontaire? Et la deuxième question, c'est quel est votre véritable objectif? Quel est votre véritable objectif derrière ça? Ça veut dire tout simplement, si vous avez l'intention de proposer une réorientation ou de virer simplement cette personne, je veux bien prendre en coaching à une autre condition, c'est que la personne soit au courant, simplement, qu'on lui dise. En fait, il y a véritablement un besoin de transparence par rapport à tout ça. Alors, il y a des questions de coach, donc voilà, où est la frontière entre un coaching et une thérapie comportementale réalisée par un thérapeute? Bon, je pense que tout ça, ce sont des questions un peu techniques qui dépassent un petit peu notre cadre aujourd'hui, là, tout simplement. Bon, je dirais que c'est très difficile de répondre à cette question puisque on va répondre au cas par cas, tout simplement. Et puis, ça va dépendre aussi du niveau de pratique et de conscience du coach, donc à travers ça. Voilà, je vois qu'il est déjà donc 19 heures et que le nombre de participants diminue progressivement.
Je vous propose donc tout simplement d'en rester là, donc tout simplement de reprendre contact, donc si vous le souhaitez, pour aller plus loin, et puis donc et de reparler pour revoir un peu tout ça. Donc la dernière question, donc quel est le taux de réussite, le pourcentage de réussite d'un coaching? Là encore, pour répondre à ça, il faut dire que, en principe, dans le démarrage d'un processus de coaching, on essaye d'identifier des indicateurs de réussite du coaching. Personnellement, je ne connais pas véritablement d'échec en coaching, donc sans prétention, je pourrais dire du 100%. En revanche, en toute sincérité, je pourrais dire que il y a certains coachings qui se sont arrêtés plus tôt que prévu. Donc, ça veut dire que est-ce que le résultat a été atteint plus tôt que prévu, ou est-ce qu'il y a eu un changement de volonté ou d'objectif de la personne? Bon, ça, c'est un peu au cas par cas. Voilà. En tout cas, je vous remercie donc pour votre présence et pour pour toutes vos questions. Je vous prie de m'excuser pour le petit retard technique en point de démarrage. Donc voilà. Si n'hésitez pas à reprendre contact et à me donner aussi s'il y a des thèmes qui vous intéressent. Ce webinaire était pour moi le premier webinaire. Il sera suivi, j'espère, par d'autres sur des thèmes différents, avec, dans la mesure du possible, ce genre d'études de cas, de façon à être dans le concret et le réel. Pour ceux que ça intéresserait, donc j'ai enregistré cette session, elle sera en contact, elle sera en disponibilité de replay, donc dans des modalités que je vous ferai connaître, donc avec un